La foto es de la boda de mi hermana mayor, en 1962. Estamos mis 5 hermanas, mi hermano, mis padres y yo, la pequeña, en el centro de la fotografía. En la España rural católica de la posguerra, las mujeres de familias pudientes ni estudiaban ni se formaban para trabajar. La mujer que trabajaba era porque no tenía hacienda familiar o marido que la mantuviera. Un año antes de terminar la guerra civil, mi madre se casó con mi padre, guapo, simpático, buen partido y autoritario. Y aunque ese no era su plan, se fue llenando de hijas, una cada 2 años, y de un hijo varón. En cuanto pudo, mi madre delegó sus obligaciones de madre para con los pequeños en mis hermanas mayores y en las chicas de servicio, y se dedicó en exclusiva a mi padre, que no aguantaba estar solo 2 minutos. Cuando mi padre falleció, España era una democracia, y mi madre tenía dinero, salud y nadie que la controlara. Decidió disfrutar de la vida, viajar con sus hijas y amigas y retomar al menos en los últimos 20 años de su vida sus olvidadas obligaciones de madre. A mitad de los años 50, el plan de vida para mis hermanas mayores era convertirlas en futuras esposas y madres, cultivadas pero no demasiado, dóciles y anegadas a la espera de un buen marido. Estudiaban cultura general en el internado de monjas escolapias en Madrid, donde se convertían en perfectas esposas y madres, y de paso mis padres las alejaban de pretendientes sin fortuna. Mi hermana Margarita quería ser enfermera, pero mi padre fue tajante. No voy a dejar que una hija mía le ponga una inyección a nombre. Punto. Así que se echó novio y se casó. Mi hermana Vicenta era muy estudiosa, pero con 15 años se hizo novia de su marido. Terminó el bachillerato y tuvo que elegir, estudiar o marido. Y eligió un marido que no permitió que siguiera estudiando. Era ya la España de los años 70. Mis padres se preocuparon por tener un hogar confortable y alegre, pero eran implacables con mis hermanas cuando tonteaban con chicos que no les convenían. A la más mínima sospecha, no las dejaban salir o las apartaban del pueblo. Pero ellas se saltaban el castigo y se iban a los guateques con sus amigas, aun a riesgo de que se duplicara el tiempo de encierro. Aprendí que había que temer al poder, pero no mucho, y que es imposible doblegar el impulso vital. Yo también estudié el bachiller en las Escolapias, pero ya no era urgente casarme. Mi madre solo quería estar libre de obligaciones para acompañar a mi padre. Así que donde mejor estábamos mi hermano y yo era en el internado. Con los ejemplos de mis hermanas sometidas a sus maridos y rodeadas de hijos, supe que no había que someterse a padres o maridos por el hecho de ser mujer. A principios de los años 70, yo estudiaba físicas. El dictador agonizaba y las calles de Madrid estaban llenas de estudiantes que reclamábamos la democracia. Me casé y algunos años después me divorcié, pero nunca dejé de formarme y trabajar. Pasados los años, sé con certeza que las actividades humanas no tienen asignadas características femeninas o masculinas. Solo hay que atreverse a hacer y a vivir lo que se desea, a pesar de que alguien piense que eso es poco femenino o que asuste a muchos hombres. Me atreví a no someterme y hoy sigo atreviéndome a seguir mis inquietudes, estén catalogadas como adecuadas o no, a mi edad o a mi género. Un jour, j'étais en train de me maquiller. Soudain, j'aperçois sur ma coiffeuse une toute petite fiole argentée. Il s'agit d'un objet qui représente la femme algérienne et qu'on appelle en arabe Meroued Lukhol. Au nord de l'Algérie et dans d'autres régions, Meroued Lukhol est offert au nouveau-né pour lui souhaiter la bienvenue dans la famille. Et ce, au milieu de nombreux youyous. El Meroud est constitué de deux parties, corps et coiffe. Le corps est la partie inférieure, dans laquelle on introduit la poudre du khol, alors que le coiffe est la partie supérieure qu'on utilise pour maquiller les yeux. Sur le plan thérapeutique, le khol est constitué d'éléments naturels très bénéfiques pour la santé des tissus oculaires et donc pour la vision.
Dans les mœurs des habitants du sud algérien, plus précisément la ville de Tougourt, les fêtes de mariage durent toute une semaine. Une de ces journées est dédiée à la beauté naturelle de la mariée, durant laquelle la jeune mariée ne doit utiliser pour se maquiller que des produits naturels, du henné pour les mains, siwak pour les lèvres et khol pour les yeux. Allons faire un petit tour en Kabylie, où le khol est appelé en amazigh fazot. Il est préparé par les femmes à la maison en mélangeant la pierre du khol, des noix d'olive et de dattes et une substance colorante appelée l'hdida. Ces ingrédients sont chauffés puis moulus au mortier afin d'obtenir le produit final. Dans les habitudes kabyles, le jour de la préparation du khol, on en met à toutes les petites filles qu'on croise. Et la légende dit que le nombre de filles maquillées est égal au nombre d'années de stabilité et de pérennité du produit. Meroud le khol est un petit trésor qui a une grande valeur pour moi. Il fait partie de mon identité. Et oui, malgré son ancienneté, il occupe toujours une grande place dans le patrimoine algérien, reliant ainsi les différentes régions de cette belle Algérie. Hola, bonjour, bienvenue chez moi à Bruxelles. C'est le matin, il est très tôt et je vais me préparer mon premier maté de la journée. Donc, chacun a sa préparation personnelle pour le maté et moi c'est ma mère qui me l'a transmise d'origine argentine. Donc ici on a une petite calebasse comme vous pouvez le voir, une magnifique calebasse, moi j'en ai une trop stylée en verre etc. Mais à la base c'est creusé dans des petites courges. Et alors on vient y déposer la bombicha, cette petite paille en métal, que je viens mettre comme ceci. Et par la suite, voilà, je prends mon herbe à maté qui donne son nom à la boisson et je viens en mettre un petit peu comme ça. Ensuite, j'ai fait chauffer de l'eau et que j'ai préalablement bien organisée, mis dans ma super thermos et que là, du coup, je vais servir tiède et non pas brûlante. Alors moi ce que je fais c'est que je la sers très très proche de la bombicha parce que ça infuse mieux et tout, c'est un petit trick d'Argentine. Voilà. Bon là je vais le boire toute seule mais normalement c'est une boisson qui se partage. Moi mon premier souvenir de maté, j'ai 6 ans, je suis en Argentine, il fait super chaud, on est chez ma grand-mère qui a une vieille maison en pierre avec un patio, donc on est dans le patio, et il y a tous mes oncles et tantes, on est une ribambelle, avec les cousins et tout, et on boit du maté, et on mange des gâteaux, et c'est vraiment un moment de communion et de partage, ça chante, ça rit. C'est un vrai souvenir qui s'est cristallisé pour moi dans cet objet. Et quand je rentre à Paris, chez mes parents, et que ma mère rentre du boulot, la coutume entre nous, on fait un maté, on va sur le balcon, qui est un peu notre petit patio à nous, et par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse grand soleil, canicule, on boit notre maté et on discute de la vie, on partage notre journée, enfin voilà, c'est quelque chose qu'on a gardé toutes les deux très très fort. Mais c'est marrant parce que ni mon père, bon il est français, personne n'est parfait donc ça peut se comprendre, mais ni mon frère qui a reçu la même éducation que moi avons gardé cet héritage-là du maté. C'est comme si ça leur était pas autant parvenu qu'à moi quoi. Et du coup je me demande, ça pose question, est-ce que cet héritage-là se lègue est de l'ordre du féminin dans ma famille argentine? C'est vrai que les femmes dans ma famille sont des personnages très très forts, ont de forts tempéraments, ont toutes quand même bravé, bafoué, combattu un sexisme et un machisme ambiant très très fort marqué dans la culture argentine et la société latino-américaine en général. C'est une famille qu'on pourrait qualifier concrètement de matriarcale. Et pour moi, le maté, c'est aussi une façon de me reconnecter avec ces femmes-là, avec cet héritage-là, et ces femmes que j'admire, surtout. Ma mère, qui a passé son enfance, qui a vécu son enfance pendant la dictature militaire et qui est arrivée en France il y a 30 ans,
Elle, par exemple, elle a toujours tenu, avec mon père évidemment, mais à ce que le nom Caminos, mon nom de famille argentin, soit dans mon nom de famille. Pour nous laisser cet héritage, cette histoire, et aussi pour moi, c'est une façon d'avoir toujours dans mon nom de famille ces femmes qui l'incarnent et le portent aussi, ces femmes poétiques. Ce nom de famille, Caminos, il est aussi très, très fort lié à cet objet qu'est le maté. Et le maté, c'est un peu mon Caminos à moi. Filele signifie liberté. Femme libre, je le suis. Au cœur du Tineli, le Sahara, je ressens la richesse et l'étendue de mes racines. Amazir, ou berbère, signifie homme libre ou femme libre. Je suis du bout en bout de l'Algérie, du Sahara jusqu'à la rencontre de la Méditerranée, passant par les montagnes de la Kabylie, dont ma famille est issue. Kabylie, Temoth, Nrokdaïn. Salut Céline. Je suis Tokla Natabes, jadis royaume Kaby, Niki Sabes. Hors toute loi ou charte, prétendant ce que femme doit être, autant qu'humain, je ne veux qu'être libre. À l'instar de Tinhinan, reine des Amazirs, première reine du pays. Je m'accepte telle que je suis, avec ma singularité. Je m'exprime et m'affirme selon mes propres ressentis. Sol en el puerto de la verdad, veo mi vida meciéndose en el mar. A la deriva está mi barca en el mar. A la deriva mi vida flota ya. Dime, Señor, ¿a quién tengo que esperar? ¿Con qué viento, con qué rumbo debo navegar? Dime, Señor, pescador del más allá, si hay un puerto donde pueda anclar. Et si j'étais né homme, où en serions-nous aujourd'hui? Angustias. Moi aussi je suis fille d'un autre homme. Moi aussi j'ai enterré un père qui n'était pas le mien. Et si j'étais né homme, où en serions-nous aujourd'hui? J'ai toujours eu le sentiment de ne pas appartenir. Je ne sais plus si je suis né
aussi je suis devenue une étrangère. En moi, il y a toujours eu un garçon et une fille. Aujourd'hui, je suis une femme, mais pendant des années, j'ai voulu être un homme. Et si j'étais né homme, je me disais, où en serions-nous aujourd'hui? Ma Bernarda me chantait des chansons pour m'endormir, des chansons tristes de femmes qui attendaient leurs hommes pour exister. Aujourd'hui, ces chansons sont pour moi un chant de liberté. Sol en el puerto de la verdad, veo mi vida meciéndose en el mar, a la deriva. Depuis la pandémie, ça fait 1 an que je ne suis pas venue ici, au Théâtre national algérien. Ça m'a tellement manqué, car c'est ici que j'ai commencé mes premiers pas et c'est ici qu'une autre personne est née en moi. Après toutes les déceptions de la vie, le théâtre m'a ouvert grand ses portes. J'ai fait la formation de masterclass et les cours d'art dramatique étaient ma thérapie. Dans la salle de répétition, je pouvais respirer en toute liberté, surtout au cours d'expression corporelle. Et à chaque fois que je montais sur scène, j'étais à l'extrémité de la joie. Quand je voyais au lever du rideau ce public qui venait pour regarder nos spectacles et d'entendre les applaudissements au salut. Aujourd'hui, je partage ce bonheur avec ma fille. Je la prends souvent au théâtre pour assister à des pièces et des ateliers pour enfants. Et elle adore ça. Elle adore ce monde. Je veux qu'elle soit fière de moi. Comme ça, plus tard, elle va dire que ma mère était une femme de théâtre. Alors, pourquoi est-ce que t'aurais voulu avoir une sœur? J'étais la plus jeune et j'avais 2 frères. Le frère aîné, il était né en 40, avant la guerre. Le deuxième, il était né en 46, autour de mon père, qui avait été prisonnier en Allemagne. Là. Et moi, je suis arrivée en 48. Et quand j'étais petite, je ne m'apercevais pas que j'avais pas de sœur. J'étais bien avec mes frères, enfin surtout avec celui qui a très peu de différence avec moi. On partageait plein de choses, etc., etc. Puis après, je voyais, c'est dans le regard de ma mère, dans ce qu'elle disait de mes frères, j'avais toujours l'impression que moi, j'étais pas un garçon. Donc j'aurais eu envie d'avoir une sœur, quoi, pour me sentir plus forte. Enfin, j'avais l'impression que j'étais une, eux, ils étaient 2. Donc, ça aurait été mieux si on avait été au moins 2 filles. Hein, il me semblait qu'on allait plus compter en tant que fille, quoi. Alors que je sais que ma mère m'a confié toute sa vie des choses qu'elle n'a jamais confiées à mes frères. Mais moi, je ne le savais pas. Et quand j'ai commencé à grandir, j'avais pas... déjà, je ne pouvais pas faire pipi debout, hein, comme eux. Quand j'étais petite, alors ça, je ne comprenais pas. Hein. Ça me vexait, quoi. Hein. Et puis, je faisais du foot avec eux, etc. Mais je restais quand même la petite, quoi, la gamine. Et je me disais, si tu avais une sœur, tu pourrais partager. Ça ferait une force, quoi. Ça ferait une force.
Voilà.